pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs osés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans l'émission Oser ma vie Paul Pironnet, coach, formateur, expert en PNL. Oser ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Beaucoup d'auditeurs vont se réjouir de mieux te connaître et de pouvoir bénéficier de clés et de pistes pertinentes pour oser leur vie. Alors Paul, bonjour et je te remercie de tout cœur d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, bonjour Frédéric, et ravi d'avoir cet échange avec toi et puis avec nos auditeurs qui sont à l'écoute aujourd'hui, que je salue aussi. Et alors Paul, ça fait plus de 35 ans que tu évolues dans l'accompagnement et la relation d'aide, notamment au travers de ton école, Paul Pironnet Institut, dans laquelle tu enseignes la PNL et tu es très largement reconnu dans ce domaine. Mais tu es aussi conférencier, auteur de plusieurs ouvrages dont Vivre ou subir ou La puissance de la cohérence pour n'en citer que quelques-uns. En tout cas qui m'ont interpellé moi, je ne connais pas toute ta bibliographie. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour ton humanité, ton authenticité, ta générosité et tout ce que tu donnes au service de l'être. Tu es passionné et inspirant. Mais Paul, est-ce vrai que tu as grandi auprès d'un ancien disciple de Gandhi? Alors oui, ça fait partie des particularités qui sont un peu les miennes, c'est que j'ai grandi en communauté et notamment, comme tu le précises, auprès d'un homme qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui était le fondateur de cette communauté qui s'appelle la Communauté de l'Arche et qui a comme particularité d'avoir passé quelques années avec Gandhi, notamment pendant la libération de l'Inde et qui a finalement, sous les conseils d'ailleurs de Gandhi, qui est finalement rentré en France et puis qui a été un peu l'initiateur, on va dire le précurseur des mouvements dits non violents, qui avaient pour, objet d'éveiller les consciences, notamment à travers les aberrations qu'on voyait apparaître en France. Je pense notamment à la guerre d'Algérie et beaucoup d'autres choses et alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que moi, je suis né dans cette communauté parce que mes parents y sont rentrés. Ils étaient là tout au départ. C'est né à près de Bolène, dans le Vaucluse. C'est là où je suis né et puis 2 mois après ma naissance, ils ont évolué sur les plateaux du Larzac, simplement parce qu'à l'époque, ils défendaient, les causes du Larzac puisque, l'État voulait, instaurer une espèce de grosse base militaire et au fond, virer tous les paysans du coin. Donc, il y a eu beaucoup de mobilisation à l'époque et c'était le point de départ, en tout cas pour mes parents, de cette vie communautaire. Au sein de cette communauté qui a fini par grandir, hein, puisqu'elle existe toujours, dans le monde entier d'ailleurs. Mais voilà, les 7 premières années de ma vie, je les ai donc passées dans cette communauté. Je crois que ça m'a marqué sur au moins 2 choses, que je dis souvent. C'est à la fois cette, démarche d'ouverture à la différence qui est en fait une sacrée démarche. La différence, c'est ce qui nous fait grandir et donc la communication, nous y aide beaucoup à cet accueil de cette différence, enfin, si on a les modes de communication adéquats. Bien qu'à l'époque, les personnes, quand elles étaient en conflit dans cette communauté, elles pouvaient décider de jeûner, par exemple, hein, jusqu'au moment où elles trouvaient des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, avec les techniques de communication qui ont tellement évolué, on aurait pu, éviter ce genre de choses et trouver vraiment des solutions pour améliorer ça. Mais enfin, en tout cas, ils en avaient l'intention, c'est ça qui était chouette. Et puis donc la deuxième chose qui a, je crois, beaucoup marqué, ma vie, ma carrière, mon évolution, même si c'est arrivé après, c'est le fait d'être au contact de personnes qui avaient fait des choix de vie importants, puisque vivre en communauté, c'est souvent plus compliqué qu'en société, pour vivre une vie finalement qui était plus en phase avec leurs aspirations profondes. Et je crois que c'est ces 2 éléments qui ont beaucoup marqué et quand pendant des années après, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui avaient grandi dans cette communauté, eh bien les gens qui nous entouraient disaient: «Il y a un truc spécial, en fait, un peu qu'on sent chez vous» et je pense que ça naissait, je crois, de ces 2 dimensions qui sont profondément des dimensions humaines, hein, qui est cette ouverture à la différence et puis en même temps, cette, cette quête d'être, au fond dans une vie qui soit un peu en cohérence, enfin un peu, même beaucoup en cohérence avec ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Et c'est vrai que l'évolution personnelle que j'ai démarrée, très jeune, puisque j'ai démarré à 18 ans, je vis de la formation depuis l'âge de, allez, on va dire 22-23 ans, je crois que c'était en novembre, 87, alors je crois que j'ai 22 ou 23 ans, j'en ai 56 aujourd'hui. Et depuis toujours, au tout cours de ces années, c'est vraiment les 2 sensibilités fortes, qui je crois ont animé ma vie.
Et au-delà de cet environnement inspirant, moi j'aimerais bien savoir qui tu es vraiment aujourd'hui. C'est une grande question. J'ai envie de dire d'abord un passionné de la vie et du développement de la vie, c'est-à-dire des gens. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'anime beaucoup. Je crois que ce qui me porte le plus là-dedans, c'est la rencontre et la diversité des gens que je peux rencontrer. D'abord les rencontres différentes et puis, en fait, aussi des rencontres en profondeur parce que, du coup, à travers des séminaires, on a l'occasion de rencontrer des gens, parfois sur des périodes courtes, mais qui sont souvent des rencontres profondes. Parce qu'on parle pas que de météo et des choses comme ça, hein. Et ça, je crois que c'est une des très grandes richesses de cette vie. Et donc je suis très sensible à cette dimension, humaine. Hem, voilà, donc qui je suis, parfois on me présente un peu comme un allumeur de réverbères parce que mon métier, que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans maintenant, consiste justement à remettre de la valeur, à remettre de la beauté, à remettre, l'accent sur ce qui fonctionne, chez les êtres humains. C'est ce qui m'a toujours plu. Alors je suis bien connu sous l'entité de la PNL puisque je forme et enseigne, enfin je forme et accompagne des gens, principalement avec l'outil PNL, mais la réalité c'est que je me suis formé à beaucoup d'autres outils. J'ai commencé par la gestalt, par la sophrologie, ensuite j'ai fait pas mal de d'analyse fractionnelle, ce qui m'a servi d'ailleurs dans les premières années d'activité professionnelle. Puis après je suis revenu parce que j'avais eu des touches de PNL au départ, mais on m'avait dit: «Écoute Paul, si tu veux vraiment évoluer dans ce métier, va plus loin en PNL, mais vas-y, sérieusement quoi». Et donc du coup j'ai décidé en 90 de faire venir une personne qui m'inspirait beaucoup dans le monde de la PNL, qui s'appelle Alain Quérol et qui avait cofondé l'IFPNL, l'Institut de formation de PNL à Paris. À pas confondre avec l'IFPNL qui est la fédération de de PNL. Bref et du coup ça a été, il est venu pour une année, mais en fait on a renouvelé l'opération, de nombreuses fois avec des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, des niveaux 4, ce qui fait que pendant une dizaine d'années, j'ai principalement, axé c'était la 1re décennie de 90 à 2000 où j'ai développé cette école de PNL. Après nos choix professionnels ont fait qu'on s'est séparés et puis j'ai réembarqué pour, 10 ans autour de principalement une autre société qui s'appelait Cohésion. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été aussi très porté par la notion de cohésion d'équipe, de groupe. Donc il y a à la fois l'individuel et le groupe. Et puis en 2010, donc à la fin de ma deuxième décennie, j'ai quitté, Cohésion Internationale. Mes associés ont continué et puis moi, je suis reparti sur Paul Pironet Institut. Donc j'ai refait ma 3e décennie et puis en 2020, on a encore refait un virage. Alors j'ai gardé Paul Piron Institut. On a changé d'identité, on a surtout, beaucoup évolué avec notamment le web puisqu'aujourd'hui on touche, voilà, on touche dans toute la francophonie, mondiale des gens et voilà, on est à la fois sur des formations en ligne, en salle et on a à peu près toutes les configurations de formation. Mais voilà, c'est toujours la même, la même, motivation profonde qui est d'accompagner des gens dans des transitions de vie, à la fois personnelles et pour, on va dire 70 d'entre eux, après avoir transformé leur vie, ils ont à cœur d'aller transformer celle des autres et donc du coup, il y en a beaucoup qui évoluent vers les métiers, on va dire du coaching individuel, coaching d'équipe, de la formation et de l'application de la PNL dans plein de domaines, en fait, de leur vie. Finalement, tu as baigné dans l'entrepreneuriat très jeune en fait. Oui, 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 j'ai été un petit peu salarié à l'époque où, pour me former, je faisais beaucoup d'intérim. J'ai beaucoup bossé à droite à gauche pour me payer mes formations et puis très vite, j'ai eu envie d'entreprendre. C'est pas toujours été facile, j'ai eu des gros challenges, mais voilà, je suis un entrepreneur. Moi, j'aime l'entrepreneuriat et j'attire énormément d'entrepreneurs ou en tout cas de personnes qui ont envie d'entreprendre leur vie. Moi, j'aime ce mot, cette sensibilité entrepreneuriale, pas forcément que pour créer des entreprises, mais pour entreprendre sa vie, entreprendre dans sa vie, sociale, familiale, économique, sa vie de santé, voilà, moi, je trouve que c'est ouais, j'adore éveiller les gens sur leurs importants, à la fois leurs valeurs, mais aussi leurs domaines de vie importants et à partir de ces domaines, de les accompagner pour devenir des entrepreneurs, des créateurs de leur vie, et surtout voilà, de travailler sur cette adéquation entre ce qu'ils sont profondément et ce vers quoi ils ont envie de tendre en termes de projets, notamment de projets de contribution. Parce que je crois que ce qui nous rend le plus heureux, c'est le sentiment de contribuer et et voilà, c'est ça qui m'anime en tout cas, fortement dans mon métier. Excellent.
Et ben, ce qu'on va faire ensemble, là, on va un peu évoluer au fil de ton parcours. Et pour D'accord? commencer, j'aimerais bien savoir si tu penses que ton enfance a contribué à t'amener là où tu es aujourd'hui? Alors, oui, beaucoup. Je pense que ces premières années, comme je l'évoquais tout à l'heure, bah, il y a eu ces sensibilités, à la fois cette ouverture à la différence et puis ces gens, comme ça, dont j'ai eu le la chance d'être proche et qui avaient fait des choix de vie importants et qui m'ont, je pense, engrammé en quelque sorte des sensibilités fortes. Après, la vie en quelque sorte est venue un peu me chercher parce que mes parents ont été quand j'avais 7 ans, je suis parti des plateaux du Larzac et j'ai évolué vers Grenoble. À l'époque, le maire de Grenoble, qui s'appelait Dubedou, avait sollicité mon père, qui a été connu à l'époque parce qu'il a fait beaucoup d'actions non violentes en France. C'est un des grands leaders aussi de ces mouvements. Et du coup, a été sollicité par la ville de Grenoble pour un nouveau concept qui s'appelait la Ville Neuve, qui est un gros quartier de 7 000 logements, où justement on commençait à créer des cités dortoirs. On est dans les années 70. Et bon, on s'est rendu compte par la suite que c'était pas forcément une très bonne idée, mais en tout cas, il y avait un vrai projet social d'intégration justement de différentes cultures sur un même lieu de vie. Et du coup, mon père, qui était prof de français et prof de philo, s'est fait gardien parce qu'il voulait être au contact de la population. Et puis, autour de lui, c'est créé un cercle de personnes qui justement portées par cette vie communautaire. Voilà, on continuait à mener une vie un peu communautaire, on va dire, en tout cas autour de réflexions. J'ai su quelques années avant sa mort, d'ailleurs, qu'à l'époque, il avait l'intention de monter une école de formation justement à la communication et à la gestion de la non-violence. Bon, finalement, il l'a pas fait parce qu'il a mis son énergie dans d'autres choses à l'époque, mais voilà, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs. Et en tout cas, moi, ce qui a été très important à ce moment-là, c'est que je suis passé à l'âge de 7, 8 ans dans un quartier, j'avais jamais vu des bâtiments si hauts parce que je sortais des plateaux du Larzac. J'avais jamais vu, enfin nous, sur le Larzac, descendre au parking et voir une voiture démarrer, c'était un truc incroyable. Là, je me retrouvais en ville avec des bus, avec des ascenseurs. J'avais jamais pris l'ascenseur, j'avais même peur des ascenseurs. Alors ça, c'était le côté un peu sympa, on va dire, nouveau, sympa. Mais l'autre polarité, c'est que je me suis retrouvé dans un quartier chaud, avec beaucoup de violence. Il faut savoir que quand on est jeune dans un quartier, la violence, elle est très forte, enfant. Et donc il y a eu différentes phases. La première année, en gros, je me suis fait courir après et en gros taper dessus, mais moi, j'avais pas l'habitude de partir en courant, donc du coup, je j'ai pris pas mal de coups. La deuxième année, j'ai commencé à me défendre un peu et puis après, bah, contexte obligeant, voilà, j'ai appris à devenir un peu plus costaud et je me souviens à l'époque, j'avais créé une bande pour me défendre et voilà, c'est un peu les clans, c'est ce qu'on trouve dans les quartiers, quoi, hein. C'est les bandes, et là, plus on est méchant, plus on est respecté. Donc, du coup, j'étais encore jeune, mais j'étais à cette époque-là déjà capable d'un niveau de violence et de destruction assez développé. Je donne un exemple, j'étais capable de passer devant une école et de casser tout. Je me souviens avoir fait ça, hein, de descendre toutes les vitres de l'école juste pour le plaisir de casser, quoi. Donc, et, et c'est après 3 ans que mon père m'a sorti, en fait, enfin, avec mon frère, mes parents m'ont sorti, en fait, de cet environnement sont rentrés dans une autre communauté d'ailleurs et puis, j'ai eu un autre parcours après, communautaire un peu différent mais voilà, en tout cas, ça a été des années qui ont été un petit peu, compliquées. Ma maman est décédée assez jeune, j'avais, 12 ans quand elle est décédée et du coup après, j'ai eu des tuteurs par choix, parce que bon, j'aurais pu aller vivre avec mon père, mais avec mon frère, on a préféré rester, du coup à Grenoble et puis il y a eu, bon je fais court, mais il y a eu quelques années un peu comme ça difficiles et puis j'ai fait la rencontre d'un gars qui est assez connu, qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un prêtre qui travaille pour des jeunes, justement, qui a qui a un centre d'accueil dans les gorges du Verdon qui s'appelle Faucon. Et Guy Gilbert, qui a beaucoup écrit, est un prêtre qui a la particularité d'avoir beaucoup travaillé avec les loupards et il faisait des conférences un peu partout en France. Mon père l'avait fait venir à Grenoble. Je me souviens d'un jour où, alors qu'il allait faire sa conférence, j'étais assis sur les marches à l'extérieur. Je m'en souviens comme c'était hier. J'ai roulé ma clope comme ça sur les marches et je lui dis: «Écoute, moi, tes trucs de curé, ça m'intéresse pas». J'avais piqué un ou 2 autoradios. J'avais 15 ans et quelques à l'époque, hein. Je pense que je gagnerais mieux ma soirée et puis, il me regarde avec beaucoup d'amour, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est une des fois où je me suis, pour la première fois, tellement senti aimé, d'ailleurs. Il me dit: «Tu sais, Paul, tu peux continuer à dénigrer ton environnement, c'est ton choix, mais sache que l'énergie que tu vas mettre, si c'est pour dénigrer ton environnement, c'est ton environnement qui va s'occuper de toi».
si maintenant tu mets cette rage, cette colère et que tu la canalises dans quelque chose de constructif pour les autres, c'est le monde qui t'honorera, en fait. Et ça m'a un peu bouleversé, en fait, quand il m'a dit ça avec, parce qu'à la fin, il m'a dit: «Mais dans tous les cas, tu seras aimé de toute façon, juste de manière différente et la vie, elle te rendra ce que tu lui donnes». Et voilà, puis après il est parti faire son truc et finalement je suis pas allé piquer mes autoradios, je suis resté au fond de l'église, j'ai aucune idée de ce qu'il a raconté. Mais il s'est passé un truc, c'est que dans les quelques mois qui ont suivi, il y a une brèche qui s'est ouverte pour moi. Je me suis intéressé au secourisme et pour la première fois, je me suis retrouvé reconnu pour un truc utile, en fait. Et je pense que dans mes années difficiles, ce qui s'est passé sur un plan psychologique, c'est que je me suis, beaucoup renfermé sur moi-même, en fait. Et la manière de subir cet environnement, qui était pas que agressif d'ailleurs, mais que je vivais comme agressif, hem, bah, c'était, soit de fuir, soit d'attaquer. Et donc du coup, c'est pour ça que j'avais développé beaucoup de je faisais des sports de combat, enfin j'étais beaucoup dans la bagarre en fait. Et et le secourisme a été une des voies qui m'a tout d'un coup, mis dans une autre dynamique et ça a été tellement important que j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, d'argent là-dessus. Et j'ai fait tout ce qui existe en secourisme. Je me suis spécialisé en secours routier, aquatique, sportif. Je suis devenu maître nageur alors que j'avais une phobie de l'eau. Je voulais après rentrer, je m'étais préparé pour les rentrer chez les pompiers de Paris, comme c'était trop militaire, je me suis dit: «Je vais essayer les pompiers de Marseille». Bon, finalement, c'était un peu pareil. Puis après, je me suis spécialisé en sauvetage camp dangereuse et je sens que j'étais tellement animé, en fait, par cette quête d'aller sauver des gens dans des situations compliquées. Je pense que c'est une partie de moi que j'ai essayé de sauver à travers ça. Et quand j'ai découvert le développement personnel, hem, en fait, ce que j'ai surtout découvert et qui m'a fait beaucoup grandir, c'est à quel point j'étais devenu performant pour exister, en fait. Heu, mais en fait, j'étais dans une soif incessante, en fait, toujours de réussir, avec beaucoup de sentiments à l'égard des autres, qui étaient des sentiments souvent de jugement de valeur, de comparaison. Voilà, donc il y avait à la fois un désir de réussite très fort et en même temps une insécurité à l'égard du regard des autres. Est-ce que je suis à niveau? Est-ce que je et en fait, le développement personnel m'a ramené à me redonner de la valeur pour ce que j'étais et pas seulement pour ce que je faisais, quoi. J'ai un peu découvert qu'on n'est pas des fers humains, mais des êtres humains, enfin, à travers cette démarche. C'était je crois la grosse transformation que m'a apporté le développement personnel. Alors d'abord par de la thérapie, j'ai fait beaucoup de thérapie, parce que c'était un peu les mouvements de la psychologie humaniste à l'époque. Et quand j'ai découvert la PNL, après avoir pendant des années, crié, pleuré, tapé sur des coussins, manifesté ma colère. Ce qui m'a beaucoup plu après avec la PNL, c'est que, bah, on m'a réorienté sur vraiment ce que je désirais, en fait. Plutôt que me renvoyer à chaque fois sur le pourquoi j'étais pas bien, on m'a dit: «Mais Polo, si tu allais mieux, tu vivrais quoi de différent, en fait? Quand tu parles de confiance, ce serait quoi? Tu ferme les yeux, ressens, ah c'est quand tu dis libre, être libre de quoi, en fait?» Et ça a été le point de départ, je crois, avec la PNL, là, pour le coup, vraiment d'une accélération en matière de développement où j'ai commencé à remettre le doigt vraiment sur ce qui m'animait, mes valeurs, à remettre mon attention sur ce que je voulais, dans l'avenir pour moi, professionnellement, ce que je voulais aussi pour moi à l'égard du service que je voulais donner aux autres. Donc je commençais à avoir des projets, des rêves quoi, en fait. Et puis après, tout ce travail de alors pas de redécouverte parce que j'avais beaucoup travaillé déjà un peu sur le monde émotionnel, mais de travailler plus seulement sur les émotions limitantes, mais sur les émotions renforçantes. Alors j'ai eu un point de bascule un peu rigolo parce que, autant au début, on mettait beaucoup en valeur les émotions négatives. Après ça m'a fait vraiment du bien de remettre en avant les émotions positives, celles qui nous font avancer. Et puis après il y a eu de nouveau un équilibre où revenir vers les émotions négatives, c'était pas seulement pour exprimer mes émotions négatives, mais c'est comme vraiment comme révélateur en fait à partir de nos zones d'ombre, bah, des valeurs en fait qui sont derrière. Donc la PNL a été pour moi un accélérateur, considérable de reprise en main de ma vie, à la fois à travers mes valeurs, à travers ce que je voulais faire de ma vie, à travers mes émotions et beaucoup aussi à travers mes relations. Voilà. On aspire aujourd'hui à rencontrer ou à suivre des gens qui nous inspirent, mais pas seulement par leurs compétences et leur expertise, mais par leur dimension d'être, en fait.
leur faculté à partager leur transformation et tout ça. C'est pour ça que, bah, des gens comme toi qui font des podcasts, des interviews, des gens comme ça, c'est des les gens, enfin, je crois, apprécient de plus en plus, en fait, ces rencontres, ces partages, ces témoignages de vie, en fait, C'est vrai. Puis voilà. on réalise aussi de plus en plus qu'on peut apprendre au-delà de l'école et au-delà de la cellule Vraiment. familiale et qu'aujourd'hui on est libre de le faire, on a accès à cette information et c'est une chance. Voilà, donc ça ouvre, je trouve, un champ, extrêmement intéressant en termes, de potentiel, d'évolution et de service apportés, aux autres qui est voilà, qui je pense, contribue énormément à faire, grandir cette société. Je crois qu'elle évolue, elle se transforme et que c'est aussi en avec elle, avec la société qui nous entoure qu'on peut grandir. Je crois qu'on peut pas évoluer tout seul, on évolue avec son environnement. Et en tout cas que c'est pas en le critiquant ou en le rejetant qu'on va évoluer, mais en l'intégrant et voilà, en co-construisant avec ce qui se passe. C'est ça que je trouve intéressant, en tout cas aujourd'hui dans l'évolution, personnelle. Ouais, et je trouve qu'on est dans un monde où on va de plus en plus loin dans l'émergence de cette sensibilité, en fait. Et et c'est ce qui me passionne, en fait. Alors justement, c'est ce qui te passionne et à quel moment de ta vie tu as eu envie de transmettre, tu as eu envie d'en faire ton métier finalement, servir les autres et contribuer au monde? Alors, le désir de transmettre, j'ai l'impression qu'il a toujours été un peu là. C'est-à-dire que j'ai fait de la moto très jeune, j'ai enseigné la moto, j'ai fait du secourisme, je l'ai enseigné, j'ai fait des arts martiaux, je les ai enseignés, j'ai fait de la natation, je l'ai enseigné, puis je suis devenu maître nageur. J'ai fait du sauvetage en mer, je l'ai enseigné. J'ai fait, après, bah, j'ai commencé à me former, j'ai utilisé, la plupart du temps les enseignements que j'ai eus pour commencer à faire des séminaires. Donc très vite, j'ai eu envie, d'enseigner, de transmettre. Ça m'a toujours plu, de transmettre. Après j'ai appris à le faire parce que c'était pas forcément évident. Quand j'étais dans un contexte où je connaissais les gens, où je connaissais, bah, ça allait. Par contre après quand il a fallu pour moi me confronter à un public, plus large, inconnu, et cetera. Là, j'ai eu, beaucoup de difficultés, mais je me suis formé, j'ai travaillé, j'ai évolué et c'est vrai que entre le qui j'étais à 18 ans ou à 20 ans, ou même à 23 ans et la personne que je suis devenu, c'est clair qu'il y a du travail de fait entre-temps. Je pense que tu m'avais connu à l'époque, tu aurais pas misé grand-chose sur mon avenir, mais ce qui est sûr, c'est que j'étais animé de quelque chose de fort qui était de faire quelque chose qui soit utile pour moi et pour le monde. Ouais, ça a toujours été très, très fort pour moi et j'ai passé des années parfois, compliquées, je pense aux années 2000 qui ont été les années pour moi les plus noires. Après 10 années de développement de l'école de PNL, avec Alain Carroll donc, on avait même développé, l'école de coaching qui s'appelait l'Institut de coaching international en 96 et après qui est devenue une société à part entière que Alain Carroll a repris dans les années, 2000. Et moi, à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est que j'avais, donc développé, une entreprise qui était une belle entreprise. On s'était déployé dans une dizaine de villes en France, mais j'avais, 280 mètres carrés de bureau, j'avais 7 salariés et en fait, en l'espace d'un an, à l'époque, toutes les prises en charge se faisaient facilement et j'ai été confronté à une problématique, c'est que on m'a refusé sur à peu près 3 ans des prises en charge. Je vais faire court, mais je me suis retrouvé avec une perte. Finalement j'ai perdu, sur une entreprise qui avait 50 000 francs de capital. J'ai perdu 130, pratiquement 130 000 francs. Du coup, bah, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu 2 années, enfin 3 années pratiquement qui ont été les plus noires de ma vie. D'abord parce que il y a le tribunal de commerce qui est descendu, il a fallu que j'arrête mon entreprise, que je licencie, tout le monde. Je me suis retrouvé vraiment entre guillemets «à la rue», enfin j'avais quand même un lieu de vie, mais et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à animer mes séminaires. C'était la seule chose qui m'animait le plus, à perte évidemment, parce que j'avais plus de fonds et à ce moment-là, je crois que j'ai jamais autant intégré la PNL que j'avais appris pendant 10 ans, en l'appliquant sur moi-même, en fait et je me revois dans mon salon, je me revois dans des moments, extrêmement difficiles,
revenir sur mes valeurs, revenir sur ma vision, revenir sur ma mission, hem et engager une énergie de dingue, en fait, pour continuer, pour pas m'arrêter et je me suis reconstruit, notamment autour de Cohésion Internationale et puis, voilà. C'est ça la vie entrepreneuriale. Il y a des hauts, il y a des bas et ce que je tire de ces années qui ont été vraiment très compliquées, c'est, je crois que j'ai jamais réenseigné la PNL de la même façon, en fait, depuis et je sais aussi ce que c'est quand on est un entrepreneur et que c'est compliqué. Là, je parle des années 2000, mais déjà en 90, j'ai eu des très gros challenges personnels, notamment financiers. Enfin bon, j'ai des très grosses pressions parce que donc je sais ce que c'est que se battre pour, j'ai presque envie de dire survivre. Des fois, j'ai pas forcément mangé tous les jours comme j'aurais voulu. Mais, mais par contre, ce que je sais, c'est à quel point quand on touche ce feu intérieur, quand on touche le sens de ce pourquoi on a envie de faire les choses, les valeurs qui nous animent, pas forcément pour nous, mais aussi pour ce monde, comme quoi on peut trouver de la force, de la puissance. Et puis après, cette capacité à grandir avec l'environnement. Je pense que c'est un des apprentissages très forts que j'aurais eu de cette vie sur la Terre, c'est d'accepter que à partir du moment où on suit son étoile, on suit son cœur, on va pas avancer tout seul. Et que si on se sent seul, bah, pour moi, c'est une alerte. Il faut vraiment trouver des personnes qui nous inspirent, qui nous soutiennent, qui vont dans la même direction. Parce que c'est ceux qui croient en nos rêves ou ceux qui voilà, ceux à toi qui vont dans cette direction de nos rêves qui sont probablement les personnes les plus dans les moments difficiles, qui sont les meilleures personnes pour nous aider à Bien avancer. sûr, ouais. Donc c'est formidable ce que tu nous dis parce qu'on est en plein dans la thématique de oser. Tu as osé traverser des peurs et des grandes zones d'ombre. Ouais. Et quelle a été ta plus grosse J'ai peur même fait des justement? séminaires à une époque qui s'appelait Oser, figure-toi. Oui, on est en plein dedans, hein. Puis ce parcours de résilience, voilà, Mmh. ce parcours de saut d'obstacles. Quelle a été ta plus grosse peur, si tu ne l'as pas déjà cité, ou le plus gros obstacle sur ton parcours? Bah, j'en ai eu plusieurs. D'abord, les obstacles ont été émotionnels. Je parlais, de mes débuts, de mes activités. J'ai eu un frère qui s'est suicidé. Ça a été très lourd, alors déjà par la perte, d'un proche, parce qu'on était très proches, il y a beaucoup de complicité entre nous. Aussi parce que c'était un drame pour lui, du côté de sa famille, puisqu'il avait, 2 enfants. Et puis aussi ça a été, pour moi très compliqué parce que les conséquences, c'est que, bon, il s'était embarqué sur des gros projets immobiliers, tout ça et je me suis retrouvé en fait, caution solidaire. Un truc que j'avais signé, sans savoir pourquoi j'avais signé ce truc-là, sans connaître les dossiers en fait, je me retrouvais caution solidaire sur un projet où j'avais 2 de part sur un truc. Mais voilà, donc j'ai été poursuivi après, pendant plus de 20 ans pour, près de 2,8 millions. Voilà, donc à 20 ans, c'est lourd à gérer. C'est très lourd et ça a été des moments qui ont été vraiment durs, vraiment, vraiment durs. J'ai vécu une injustice, très, très forte. Donc ça n'a pas été simple et mais ça m'a vraiment forgé. Ça m'a vraiment forgé et puis, donc ça a été des moments difficiles. Après, la vie entrepreneuriale, c'est une vie de challenge. C'est ce qu'on apprend à aimer aussi. C'est-à-dire que toutes les crises, elles sont là pour nous révéler en tant que leader, puisque je pense que c'est les crises qui révèlent les plus grands leaders et à commencer par nous-mêmes et apprendre à faire face, à construire et puis tirer des apprentissages surtout parce que c'est pas tout d'avoir des problèmes, mais il faut éviter que quand ça se répète souvent, c'est apprendre à prendre des responsabilités sur ce qu'on vit, ce qu'on fait. C'est ça l'évolution, c'est ça incarner l'évolution personnelle et c'est à ça que je crois, devenu de plus en plus sensible. C'est que c'est pas seulement de la théorie qu'on comprend, c'est quelque chose qui s'incarne. Alors je crois pas qu'il faille forcément vivre des moments durs pour évoluer, mais chacun son karma, si je puis dire. Pour moi, le karma, c'est cette loi de cause à effet, c'est-à-dire que si la vie me renvoie des difficultés, c'est que j'ai probablement besoin de grandir, intérieurement, de reprendre des responsabilités, puis d'ajuster un peu le tir et c'est jamais terminé cette croissance, en fait. Moi, je me sens toujours, en travaux aujourd'hui. Alors j'ai plus les mêmes problèmes qu'avant, hein, bien sûr, mais j'ai aussi encore des challenges. Mais, bon, voilà, avec l'âge, j'ai l'impression que les choses se stabilisent, enfin, je me vis aujourd'hui un confort comme j'ai jamais, connu, avant. Donc oui, des difficultés, j'en ai connu quelques-unes, ouais. Et est-ce qu'à un moment justement de ce parcours, tu t'es dit:
Je vais tout abandonner, je n'y arriverai pas. Le pire que j'ai connu, c'est ces fameux moments où j'ai dû lâcher mon entreprise, où je me revois ressortant de chez un psychiatre. Alors j'avais tenté un psychiatre comme ça pour voir ce que c'était, mais c'est la rare fois où je suis allé voir un psychiatre parce que vraiment j'allais mal. Je suis ressorti avec des médicaments là pour me j'ai pris pendant 2 jours et au bout de 2 jours, je me suis assis dans mon salon et je me souviens, je suis tombé, je relisais pour la plusieurs fois un des livres de Tony Robbins, pas Pouvoir illimité, mais le deuxième qui s'appelle L'éveil de la puissance intérieure. Et là, je me suis dit: «Je vais vraiment refaire un travail sur les valeurs» et c'était, j'ai viré tous les médicaments à la poubelle et j'ai vraiment décidé que c'est moi qui allais reprendre les rênes. Je me suis dit: «Qui est le patron ici? C'est moi» et ça, c'était le point de départ justement de tout un travail que j'ai fait chez moi, en reprenant tout ce que j'avais appris de la PNL et en faisant quelque chose de puissant pour me transformer personnellement. Voilà, donc ça a été pour moi peut-être les années les plus difficiles. En plus, j'étais tombé amoureux d'une femme, après tout ça, ça a fait que du coup, j'étais plus aussi présent. Donc du coup, la relation s'est arrêtée et puis finalement, j'ai pu la reconstruire après. On a finalement décidé de se marier, donc c'était, très belles années qui ont suivi, mais j'ai eu, vraiment des années où une accumulation de choses, qui ont été compliquées, ouais. Voilà, c'était les années les plus compliquées que j'ai eues. Alors merci pour ce parcours, ce riche parcours. Et par rapport à tous ces événements, si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? Absolument. Alors, je pense qu'il y a des si c'était à refaire, il y a des erreurs que je referais pas. Et il y a une chose, qui est cette chose que tu soulignes beaucoup, c'est oser, en fait. C'est oser vivre sa vie, c'est oser ouvrir des portes, c'est oser, demander, c'est oser, faire des erreurs, c'est oser je pense que oser, c'est vraiment, avoir le culot d'oser. Heu, Ça, je pense que c'est une ressource fantastique, pour évoluer, pour grandir. Donc j'aime particulièrement cette chose. Alors je suis pas pour le fait de se mettre en danger, par contre je suis pour le fait de prendre des risques. Voilà, après, on n'est pas obligé de se mettre en danger non plus, mais Bien sûr. mais mais prendre des risques, oser, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais, c'est une histoire de courage Oser, aussi, non? oui, de courage et puis d'acceptation que les choses se passent pas comme moi j'ai décidé qu'elles se passent. Et ça, je me souviens par exemple, à l'époque, on faisait justement des stages sur oser avec, une amie qui s'était lancée un peu là-dedans. On avait fait un test, je me souviens, à Paris. On s'était séparés en 2 groupes. Alors, je n'étais pas dans le groupe en question, mais le groupe d'à côté, ils avaient fait la chose suivante, ils étaient allés dans un très gros restaurant qui est le long des Champs-Élysées. Ils étaient rentrés et en fait, la thématique, c'était d'oser faire des demandes et donc ils sont allés voir le serveur et ils lui ont dit: «Écoutez monsieur, voilà, on est étudiants, on aimerait bien, on sait que parfois, bah, vous ramenez en cuisine des plats qui ont été voilà, qui sont encore mais que vous allez pas resservir. Est-ce que vous seriez d'accord comme ça de mettre quelques desserts dans une boîte et puis, éventuellement» et le gars, il les a regardés, il leur a dit: «Asseyez-vous» et puis 10 minutes après, il est revenu avec une jolie boîte, il leur a donné. Et puis, ben, ils ont remercié, ils sont partis et puis après, ils ont été tellement surpris, en fait, d'avoir, cette chose qu'ils sont retournés voir le gars et dit: «Écoutez, voilà, on voudrait juste d'abord vous remercier pour votre geste et surtout, vous demander qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui, en fait?» Et le gars, il répond: «Écoutez, ça fait 17 ans que je bosse ici, des demandes, on en a toutes les semaines et c'est une des premières fois où j'ai dit oui». Donc, ils ont insisté su bah, j'avais l'impression que voilà, en fait, je crois que c'est dans la manière dont ça a été demandé et nous, ce qu'on travaillait justement dans la notion de demander, de oser demander, c'est oser demander en acceptant pleinement et totalement, en fait, le retour. Si c'est oui, c'est chouette et si le retour est pas là, bah, c'est chouette aussi et je crois que c'est cette dimension de si j'avais tout à refaire ou à renforcer quelque chose, c'est donner ce courage intérieur au fait d'exister à travers, mes besoins, de prendre ma place et d'oser prendre ma place, d'oser tenter des choses, d'oser aller de l'avant, oser demander, en acceptant que ça se passe pas comme moi je l'ai décidé. Aujourd'hui, quel est ton plus gros défi? Alors, sur le plan professionnel, ma grosse roche de l'année, c'est que je vais développer une application sur laquelle je bosse depuis 2 ans et que je vais lancer au mois de juin, 2021, qui s'appelle Réflexe Réussite. Je pense que ça va être,
un des facteurs de développement le plus important pour la prochaine décennie, me concernant. Et donc cette application qui s'appelle d'ailleurs Réflexe Réussite a pour objet de à 3 fonctions. La première, c'est c'est un peu comme on pourrait dire une application d'auto-coaching, c'est-à-dire je peux décider de n'importe quel message et de me les envoyer à chaque fois que je le souhaite, et ce dans 5 catégories de vie. Il y a des challenges aussi que je peux avoir sur 3 jours, 7 jours, 21 jours. Donc ça, c'est pour grandir au quotidien. Après, il y a la notion de réseau qui sera dans cette application, et puis le fait d'accéder à du contenu audio et vidéo, gratuit, sous forme d'abonnement et payant. Voilà, donc et voilà, mon idée, c'est de créer un mouvement, en fait, de croissance, autour de ces dimensions, qui soit un mouvement collectif. Je suis né dans des communautés, je finirai dans des communautés. Je pense que Et c'est je vois, mais c'est excellent comme projet. Super. voilà. Donc ça, c'est mon gros challenge de l'année, sur le plan, en tout cas, de ma passion, parce que c'est plus qu'une vie professionnelle, c'est un sacerdoce, en fait. Ouais, et ça passionne, moi, ça me fait complètement vibrer de travailler là-dessus, donc et donc à travers ça, d'avoir les donner au maximum de gens la possibilité d'évoluer à travers leur téléphone, en fait, sur de l'inspiration, qui viennent de moi ou de tas d'autres leaders. Excellent, excellent. D'ailleurs, j'ai remarqué, depuis quelques années, tu as une évolution digitale, très, Ouais, qui très importante. Très importante, mais et ouais, c'est bien, c'est indispensable de toute façon. ouais, et c'est un vrai choix aussi, ça. J'ai beaucoup investi dans ces dernières années, notamment avec un de mes amis qui s'appelle Martin Latulippe, Mmh. et que j'ai rencontré il y a un peu plus de 5 ans maintenant, et que je suis, tous les ans, et avec qui on collabore chaque année de plus en plus. Hem, Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j rien que sur 2021, j'ai à peu près 200 personnes qui sont mes propres clients et qui sont aussi chez lui, et avec qui on avance ensemble, en fait. Et ça, c'est très important parce que on est en mode mastermind, c'est-à-dire c'est Mmh. du collectif où tout le monde avance ensemble, chacun en fonction de là où il en est. Donc c'est pour moi très, très chouette d'allier le développement de la personne au niveau intérieur avec le développement de l'environnement, et notamment de l'environnement internet qui peut être vu comme un danger, hein, comme des risques, ça a aussi des risques, mais aussi comme un cadeau en termes de technologie qui est considérable, en fait, qui va permettre à beaucoup de gens d'évoluer, pour autant qu'on apprenne à le gérer, en fait. La Ouais. communauté, c'est vrai, enfin, seul on va plus vite, on dit souvent, mais moi je suis certain qu'ensemble on va non seulement plus loin, mais plus vite aussi, Oui, oui, c'est et sûr. surtout avec Aujourd'hui, surtout dans le le digital, quoi, en ouais, plus. ouais, Ouais. parce que parce qu'il faut tellement de choses, et plus on avance, plus c'est le cas, hein, c'est vraiment des affaires de millimètres. C'est un peu comme un gouvernail, quoi. Si on oriente un peu le bon endroit, on peut se retrouver dans des destinations très différentes, en fait. Donc autant avancer par des gens qui sont à la fois des leaders dans le domaine, qui sont bienveillants, aidants, et qui Exactement. soutiennent dans le bon sens, et puis qui sont là pour une vraie finalité, qui est une finalité humaine, avant d'être une finalité, fonctionnelle. OK, Donc ouais, ben, merci pour ce partage. Et puis on va passer maintenant sur une thématique que tu affectionnes particulièrement, les valeurs. Nous savons ouais. que les valeurs sont le meilleur moyen pour donner de la cohérence à la vie que nous voulons vraiment en tout cas. Et tu as souvent évoqué l'importance du système de valeurs et de la cohérence. Mmh Est-ce mh. que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, alors en fait, il y a un paramètre qui est tout simple, c'est que la qualité de vie d'une personne, que ce soit dans son couple, dans sa santé, dans sa relation économique, dans son travail, dans son activité, dans ses loisirs, dans ses voyages, enfin bref, quel que soit le domaine, ce qui fait la qualité d'être d'une personne, bah, c'est le fait d'être dans un environnement qui réponde à ses aspirations. Donc, si on pousse un peu plus loin, bah, nos aspirations, nos valeurs, soit qu'on attribue de la valeur, ce qui va forger peu à peu notre identité, bah, c'est quelque chose à découvrir, à connaître, et qui évolue en plus, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs à 12 ans, à 20 ans, à 35 ans, à 45 ou à 55. Donc c'est quelque chose qui évolue. Il y a des valeurs qui resteront là, comme des valeurs souches, et puis il y a des valeurs qui évoluent avec le temps, et puis il y a même des valeurs de saison. Donc ce que je crois, c'est que plus on se reconnaît, plus on s'apprécie, plus on s'honore autour de ces fibres, qui sont pas souvent des valeurs qu'on a dans sa tête, qui sont vraiment des choses que
voilà, qu'on incarne dans notre vie, plus ensuite on peut ajuster des comportements par rapport à ça. Donc pour moi, la réussite d'une carrière, d'une vie, elle se situe sur 2 plans qui sont très importants. Le 1er, c'est ce que je vais appeler l'alignement, c'est-à-dire, si j'ai des valeurs, par exemple, de santé, est-ce que les comportements que j'ai en l'égard de cette santé, c'est cohérent? Si j'ai des valeurs de considération ou de bienveillance, comment je m'y prends dans mon quotidien, que ce soit avec mon conjoint, mes enfants, mon environnement, pour, heu, pour être, au taquet, si je puis dire, hein. C'est-à-dire, quel niveau d'exigence j'ai dans ma manière de fonctionner à l'égard de ces valeurs. Et pour moi, l'éthique, c'est justement cet équilibre qu'il y a entre des valeurs et des règles que je vais me donner. Donc ça, c'est la croissance personnelle. Et puis après, il y a la croissance plus, en lien avec mon activité. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir dans la vie, c'est-à-dire à quoi j'ai envie de contribuer, pour qui, quel service, produit j'ai envie de vendre. Donc là, on est plus sur des projets. Et là, j'ai besoin d'apprendre à faire de mieux en mieux pour avoir de plus en plus, quoi. C'est-à-dire à développer un savoir-faire, ou en tout cas d'attirer à moi les personnes dont j'aurais besoin pour développer le savoir-faire dont j'ai besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 2 dimensions-là. Donc les valeurs, c'est ma boussole numéro un. Plus je grandis dans mes valeurs, plus, ce qui m'intéresse, c'est d'attirer à moi des gens qui vont être, que je vais toucher par ma sensibilité. Parce que c'est avec eux que j'ai besoin de grandir. Et il n'y a pas que du Paul Pironet, il y a plein de façons d'évoluer. Moi, même dans le monde de la PNL, il y a énormément de gens qui sont extrêmement compétents. Et ce à quoi j'aspire, c'est que les gens viennent me voir pour, pas seulement parce que je suis un expert en PNL, mais pour ma dimension aussi personnelle, pour la sensibilité que j'y mets. Et du coup, en quoi ça vient me chercher dans mes importants à l'égard du monde, ce qui va peu à peu définir ma mission, ma vocation et par conséquent ma profession. C'est-à-dire que c'est en m'ajustant, et la balise numéro un, c'est le système de valeurs. Et le système de valeurs, il me permet, grâce à mon monde émotionnel, en permanence, d'être à l'écoute, à la fois de moi-même et en observation. Et c'est cette écoute, c'est-à-dire cette sensibilité à la fois aux frustrations que je peux vivre, insécurité, colère, parfois tristesse. Je peux vivre face à toutes les situations de la vie qui m'indiquent en fait en permanence qu'il y a un système de valeurs qui est pas nourri. Moi je dis derrière toute frustration, il y a l'émergence d'une valeur au moins aussi importante, sinon plus. C'est comme derrière tout échec, il y a le germe d'un succès, souvent plus important. Mais qu'est-ce qui fait l'un ou l'autre? C'est la psychologie, c'est la manière dont je vois les choses, la manière dont je les vis et par conséquent la manière dont je vais agir par rapport à ça. C'est un vrai moteur. Oui, c'est un moteur extrêmement puissant. On se rapproche, on se sépare pour des valeurs, on s'engage pour des valeurs, on est prêt à tuer pour des valeurs, on est prêt à donner sa vie pour des valeurs. C'est quelque chose de très important. Il y a une phrase que disait Martin Luther, Luther King que j'aime beaucoup. Je suis pas complètement d'accord avec, mais j'aime beaucoup l'idée qui est derrière. Il dit un homme ne mérite pas de vivre s'il n'est pas prêt, s'il ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir. Alors bon, je pense qu'on mérite de vivre même si on ne sait pas pourquoi on est prêt à mourir, mais j'aime bien cette phrase, cette affirmation, parce qu'elle révèle justement toute la puissance d'un système de valeurs. Bah, merci, c'est vrai que les valeurs, ça donne la direction, ça donne le sens aussi finalement. À partir Absolument. du moment où on découvre son système de valeurs, c'est vrai que c'est toujours, étonnant comme tout C'est s'illumine et le chemin s'ouvre, quoi. ouais. C'est Ouais, c'est la boussole numéro un pour être c'est humain. vrai. Bah, On merci pour ce peut partage. Et puis j'aimerais bien maintenant que nous apportions aux auditeurs des pistes et des clés pour oser, pour dépasser les blocages, pour vivre en harmonie avec soi-même et donner du sens à sa vie. T'es OK? avec grand plaisir. Alors, à ton avis, quelles seraient les premières bonnes étapes pour oser sa vie en 2021? La première chose, c'est s'écouter. Je pense qu'il y a pas d'évolution sans amour de soi, et l'amour de soi, c'est de l'écoute et de la considération qu'on va se porter justement au départ, c'est des frustrations, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui vont pas, mais pas pour se culpabiliser, pour se dire: «Qu'est-ce qui derrière ça est important?» Et oser, c'est d'abord s'honorer, parce que c'est pas forcément évident. Et il y a des tas de freins psychologiques que j'observe autour de moi, qui entraînent justement cette perte de confiance très souvent qu'ont les gens. C'est c'est qu'ils n'osent pas s'honorer, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, première piste importante, se mettre en rapport, en relation avec soi. Et s'honorer, ça veut dire s'écouter sur ses frustrations pour aller détecter qu'est-ce que justement ça révèle d'important aujourd'hui. Et qu'importe ce qui a été le passé, qu'est-ce que ça m'enseigne pour maintenant et pour l'avenir, en fait. Vis-à-vis de moi, de mon conjoint, de mes enfants, de la manière dont je mange, de la manière dont je gagne ma vie, de qu'est-ce que ça me révèle? Un Ça, c'est travail la première. d'observation et de prise de conscience, quoi. Voilà. Parce que quand on aura connecté à ça, c'est clair que
La phase suivante, c'est qu'on va vivre pour ça. Et là, la question se pose plus de savoir si j'ose ou j'ose pas. J'y vais. Voilà. Voilà. Toi, tu es porté par le fait de faire des interviews en ce moment. Voilà, tu le fais. Ouais, tu vois. Après, en fonction des personnes, il y a oser passer à l'action. Mais on va voir que passer à l'action, c'est. Enfin, je continue avec tes questions, puis je Et bah, répondrai. justement, on va parler du passage à l'action et que pourrais-tu conseiller à nos auditeurs qui pensent que ce n'est pas possible ou qu'ils ne sont pas capables ou peut-être qu'ils ont peur tout simplement? Du passage à l'action. Du passage à l'action et d'oser y aller. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi un être humain passe à l'action ou il n'y passe pas. Parce qu'en fait, c'est la même mécanique, qu'on soit dans le fait de remettre à plus tard, hein, ce qu'on appelle la procrastination et donc de ne pas le faire, que ce soit de ne pas oser demander, de ne pas oser faire les choses, de remettre à plus tard. C'est la même mécanique que celui qui est très motivé. Sauf que il y en a un, on a le conscient hein, qui pilote, et puis on a le préconscient et l'inconscient. Et en fait, ce qu'a besoin on ferait une analogie courte, hein, le conscient, ce serait un peu le cavalier, qui sait ce qu'il veut. Et tout le monde aspire consciemment à avoir des relations de qualité, une bonne nourriture, à être en forme. Tout le monde aspire à ça. Mais tout le monde ne le fait pas forcément. Donc c'est là qu'on voit que le cheval, hein, si on parle du cavalier et de cheval, le cavalier serait conscient, le cheval l'inconscient, préconscient et inconscient. Ce que nous, on a besoin, c'est de créer cette relation de qualité avec ce cheval, d'où je reviens au fait d'abord d'écouter, de prendre en compte, de ressentir, d'honorer. Et puis, ce qui va faire qu'on va passer à l'action, c'est deux choses. Pour moi, c'est pas seulement des valeurs, mais c'est aussi un projet. C'est-à-dire que si, par exemple, j'aspire aujourd'hui à avoir une meilleure santé, à me dépasser, à évoluer, je peux me donner comme challenge de faire un marathon au mois de juin, par exemple. Et pourquoi? Alors là, il faut que j'ai une représentation. C'est-à-dire, je me vois faire tel parcours au mois de juin, dans telles conditions, jusqu'au moment où cette vision sera suffisamment excitante pour me donner envie. Mais il faut que cette vision, elle réponde à des valeurs. Parce que la vision sans les valeurs, ça marche pas. Et c'est l'addition des deux qui fait passer à l'action. Et quand je manque de l'addition des deux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis pas prêt à donner, à dépenser l'effort qu'il faut, donc qui est évidemment inconfortable, pour aller accrocher un confort plus élevé. Et c'est ça la discipline, le passage à l'action, c'est d'accepter de faire des choses qui sont inconfortables à court terme pour aller satisfaire un confort à plus long terme. Mais pour que ce soit confortable de se mettre dans l'inconfort, il faut que ma tête, elle soit connectée à une vision et un système de valeurs. Si l'un ou l'autre s'arrête, bah, du coup, je vais me mettre en réserve. Et qu'est-ce qui va prendre le relais? C'est mon préconscient et mon inconscient. Et lui, à quoi il aspire? À profiter de la vie. C'est-à-dire, ce qu'il veut, lui, c'est du confort immédiat. Point barre. Donc, c'est plus cool de rester sur son canapé que prendre ses baskets et aller courir, et que je suis un peu fatigué parce que je rentre d'une journée de fatigué, et ben, si je suis un peu dans des vides intérieurs, donc en déconnexion avec mes valeurs, je suis beaucoup plus sujet à laisser mon préconscient et mon inconscient mener ma vie. En d'autres termes, à me laisser aller. Si par contre je reconnecte à des valeurs fortes comme celle d'avoir la pêche, la santé, et que je me visualise dans des contextes dans lesquels je sais que je vais nourrir ça, et c'est clair que si je me vois courir dans ma forêt, ce que je vais d'ailleurs aller faire après, parce que je sais que ça nourrit en moi cette aspiration et que je le vis, à me sentir en forme, à bouger, à respirer et à m'honorer en faisant ça, eh ben c'est clair que je prends mes baskets et je vais courir juste après. Donc moi, pour déclencher cette envie, j'ai besoin, je le sais, d'une visualisation du contexte et de comprendre le sens que ça a pour moi. Voilà. Je passe à l'action. Voilà. Et c'est comme ça que j'ose aussi. C'est Deepak Chopra hein, qui parle de la loi du moindre effort et qui dit que la loi du moindre effort, c'est l'ajustement de ma stratégie en lien avec les valeurs que je défends et les finalités que je poursuis. Donc et c'est vrai qu'exceller dans un domaine, c'est faire et refaire et corriger en permanence. Voilà. Mais oui, ça demande de l'effort. Ça demande de l'effort parce que je dis souvent que la réussite, c'est une succession d'actions orientées dans la même direction. Si je veux apprendre le piano, il faut s'y mettre, hein, faut bosser. Mais ça peut être plaisant d'apprendre le piano, ça peut être plaisant de se mettre au sport, ça peut être plaisant d'apprendre à se faire plaisir et à profiter du voyage. Magnifique Et pour et ça. la clé de la magie, d'abord, c'est que l'âme agisse, ça c'est le premier point. Et la deuxième, c'est de mettre de la magie tous les jours. Ouais. Et donc de privilégier les micro-changements. Et c'est ce que j'enseigne beaucoup. Plus vous avez des rêves importants, le plus important, c'est de profiter du voyage. C'est pas de se défoncer pour réussir à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est de profiter du voyage.
Et pour terminer, est-ce qu'il y a un dernier secret que les auditeurs pourraient découvrir aujourd'hui et qui les aiderait à se projeter dans un futur positif? Le secret, le dernier conseil, c'est investissez sur vous-même. Et si vous avez déjà commencé, continuez. Si vous n'avez pas commencé, faites-le. Nous allons terminer par notre instant question-réponse flash. Tu as peut-être découvert ça dans d'autres épisodes de D'accord? mon podcast. Je te donne une affirmation, une question et tu réponds du tac au tac. OK. Alors, plutôt mer ou montagne? Montagne. Le mot grossier que tu utilises le plus? Merde. Plutôt cœur ou cerveau? Cœur. Plutôt fromage ou dessert? Fromage. L'émotion qui te touche le plus? L'amour. Plutôt classique ou plutôt rock? J'adore le classique, mais le côté un peu rock de temps en temps, j'en ai vraiment besoin aussi. OK. La chose qui te représente le mieux? Je pense que c'est une flamme. D'accord. Pyroné, ça veut dire pyro-néos, être de feu d'ailleurs. J'ai appris ça il y a OK. quelques années. Un petit plat que tu adores? Écoute, j'adore les pommes cuites, c'est-à-dire je mettrais des pommes partout dans les plats. Donc les pommes cuites et le couscous, le mélange, alors c'est un truc très bizarre, mais c'est la graine de couscous avec de la compote, chaude. Ah, C'est un pas truc que mal. je suis fan. Une qualité que tu sais voir chez toi? Je pense que c'est la générosité. Je suis quelqu'un de généreux. D'accord. Plutôt entrecôte frite ou tofu salade? Plutôt salade, dès qu'il y a de la salade, je préfère, D'accord. Auto ou vélo? ah, j'adore les voitures, mais allez, je vais dire, les voitures parce qu'aujourd'hui j'adore les voitures, mais c'est vrai que le vélo, ça dès que je peux bouger mon corps, c'est quand même mieux. OK. Mojito ou Perrier-Rondelle? Perrier-Rondelle. Alors merci Paul pour ce merveilleux moment d'échange, pour ton expertise et ton cœur tout simplement et tout ce que tu donnes et pour terminer, je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année? Alors tu nous en as partagé déjà quelques-uns avec l'application, hein. Oui, ça c'est mon gros projet. Le deuxième, c'est dans le cadre de cette application, c'est d'avoir des leaders qui vont, heu, me représenter, c'est-à-dire animer, comme j'ai beaucoup de formations en ligne, qui vont créer des oasis, d'accompagnement, dans toutes les villes, de France et de Navarre, en fait. Voilà, donc avoir un maximum de leaders qui sont porteurs des messages qu'ils ont, intégrés avec moi. OK, génial et souhaites-tu rajouter quelque chose avant que nous nous quittions? Ouais, un grand rêve, célébrer la fin d'un séminaire dans l'espace et de voir la Terre Waouh! de loin et de me dire: «Waouh, quelles belles années». Bah, tu nous diras quand, ce programme sera prévu, peut-être qu'il y aura des adeptes. En tout cas, Paul, je te remercie de tout cœur pour ce moment de partage. Merci. Merci, merci beaucoup à Merci à toi toi, Frédéric. et C'était merci très, à très bien. toutes et à tous et retrouvez Paul Pironnet sur son site, paulpironnetinstitut.com. Il y a d'autres, adresses peut-être, qui t'orientent vers toi. Bon, sur les réseaux, tu es très présent, hein, de toute façon, hein Oui, il suffit de taper Paul Pironnet, sur Google, vous allez me trouver tout de suite. et puis à travers tes ouvrages, tes Mmh. conférences qui sont largement partagées en ligne et puis tous les liens, bien sûr, dans Google, comme tu disais, Paul Pironnet et nous, on se retrouve dans le prochain épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye. À bientôt à tous. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.